Les qualifications à Silverstone se sont terminées sur une grande déception pour Ferrari, de mon point de vue. Dommage car il a suffi de ce petit rien dans le dernier virage pour faire perdre à Ferrari la possibilité au moins de conquérir la première ligne. En effet, Hamilton et Leclerc se retrouvent en 5e et 6e position. Au contraire, nous avons assisté à l'extraordinaire pole position de Verstappen, dernier à tenter sa chance en Q3 et à la placer devant en 26 en Q1 892. Commentons ensemble les qualifications, examinons les détails, la télémétrie et les communications radio des équipes. Allons voir exactement qui était favori avant le dernier virage, qui était favori après, et puis le dernier virage, regardons tous les détails avant. Je vous rappelle évidemment de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne, et surtout, laissez un like pour soutenir. Partagez votre pronostic du top 3 de demain en commentaire. Je donnerai le mien à la fin de la vidéo. Mais commençons tout de suite à regarder le classement, comme on l'a dit. Verstappen en pole position avec 1,24,892 qui, avec des écarts aussi serrés, a mis un dixième à la McLaren, qui reste quand même la voiture favorite, alors que Red Bull sur ce circuit n'était vraiment pas la voiture favorite. Nous l'avons observé pendant les fausses couches précoces 1 et analysé hier. La Red Bull était sur une autre planète, elle avait beaucoup plus de difficultés que les autres équipes. Au contraire, au cours des essais libres, Verstappen a réussi à améliorer la voiture, à réduire le sous-virage chronique et à faire une dernière tentative. Incroyable. En effet, si l'on regarde les meilleurs secteurs, on voit que Verstappen a fait 27,4 et 33,9 qui sont les meilleurs secteurs absolus, réalisés par Max et en fait par n'importe qui sur la piste lors de cette séance de qualification. Et il l'a fait lors de la dernière tentative, il a sacrifié quelque chose. Dans le troisième secteur, nous examinerons l'on-board de Max pour voir son approche. Les derniers virages étaient les plus piégeux comme prévu. Il a été très intelligent, attaquant beaucoup dans les premiers racks et deuxième secteurs, sacrifiant légèrement le troisième. En effet, il a terminé avec un dixième d'avance, même si à la fin du deuxième secteur, il avait plus de 2 dixièmes d'avance sur Piastri, donc il a été très prévoyant à ce niveau-là. Max a également analysé le vent et l'a mentionné dans ses déclarations après les qualifications. Je savais dans quelle direction allait le vent, donc j'ai attaqué dans les secteurs où le vent était favorable, pas dans le dernier. Deuxième Piastri, troisième Norris, quatrième Russell, cinquième Hamilton et Leclerc sixième. Parlons tout de suite des Ferrari. Alors les Ferrari, les gars, ont déçu lors de ces séances de qualification, parce qu'elles pouvaient tranquillement se battre pour la pole position. En fait, je vais vous montrer une analyse intéressante de Federico Albano, qui nous présente le graphique avant et après le dernier virage. Voici le graphique du dernier virage. Avant le dernier virage, l'ordre était Verstappen, Leclerc, Norris. À droite, on voit Verstappen, Leclerc, Norris, Hamilton, Piastri et Russell. Après le dernier virage, l'ordre est Verstappen, Piastri, Norris, Russell, Hamilton et Leclerc. Regardez combien les pilotes ont perdu sur le graphique, et on voit clairement que les deux Ferrari ont vraiment perdu beaucoup par rapport aux adversaires. Russell a même réussi à ne pas sacrifier le dernier secteur. Et en effet, si on regarde ce graphique et que je vous montre aussi le classement, on voit que Russell est le seul à avoir réalisé le meilleur secteur lors de la dernière tentative en Q3. Cela signifie que Mercedes a vraiment poussé dans la dernière partie du circuit, aussi parce qu'elle souffrait un peu moins que ses adversaires. Peut-être que les autres ont poussé davantage dans les autres secteurs et ont trouvé les pneus pas prêts dans le dernier secteur, tandis que Mercedes a moins forcé dans les deux premiers secteurs. En effet, elle a fait 27,6, 34,1, mais le pneu était quand même prêt dans le dernier secteur. Et Russell a poussé. C'est pour ça que le graphique nous montre que Russell allait très vite dans les deux derniers virages. Alors que Leclerc et Hamilton ont commis de petites erreurs. Surtout Leclerc, avec une grosse erreur dans le dernier virage qui lui a fait perdre du temps. La première ligne, car il était là avec Verstappen pour être devant. Mais cette Formule 1 nous plaît d'un certain point de vue parce que c'est une Formule 1 super serrée. C'est vraiment dommage pour Ferrari parce que partir en 5e position avec Hamilton et en 6e position avec Leclerc, sur un circuit où tout le monde est serré, aussi bien en qualification qu'en rythme de course, c'est difficile parce que tu dois tout jouer pendant la course. Avec la stratégie, nous verrons s'il y aura 1 ou 2 arrêts, car il subsiste un doute à ce sujet. C'est sûr que Ferrari a quand même une grande chance, mais elle a un peu tout joué dans ce dernier virage. Écoutons ensemble la radio de l'équipe Leclerc. Je ne peux pas la répéter, mais nous allons l'écouter et la commenter. Et je vous donne aussi mon avis à ce sujet. Alors, attendez un instant. Je vais d'abord vous montrer l'image, qui est très symbolique.
où il donne un coup de poing directement sur le volant, puis nous allons la regarder ensemble. Nous allons l'écouter. Alors regardez ici, il arrive sur la ligne droite et on voit clairement comment il donne plein de coups sur le volant. Leclerc n'est pas content de ce temps, surtout des 2 derniers virages qu'il a ratés. Et on voit vraiment sa frustration parce qu'il savait qu'il avait le potentiel, peut-être même de faire la pole position ou au moins de se battre pour la première ligne. Et c'est vraiment dommage parce que quand tu as la chance entre les mains et que tu n'arrives pas à en tirer le maximum, c'est vraiment dommage. Parce qu'on dit toujours mince, la Ferrari ne va pas. Quand ils ont la voiture pour se battre en tête, ils n'y arrivent pas. Lorsqu'ils peuvent lutter pour la pole position, les pilotes commettent des erreurs. C'est vraiment, je le répète, très dommage parce qu'il y avait une chance d'être devant. Et une fois, si tu pars en première ligne ou même en pole position, tu peux vraiment te battre pour la victoire. En partant derrière tous les adversaires, c'est un peu plus difficile. Tu peux quand même aller chercher la victoire, mais ça devient tout de même plus compliqué. Allons écouter maintenant la radio d'équipe de Leclerc. Juste après avoir frappé sur le volant, c'est une radio d'équipe assez symbolique. Cela montre à quel point Leclerc est déterminé à décrocher la pole position. Écoutons-le ensemble. Regarde, je suis tellement père. Je suis tellement père. C'est tout ce que je suis. Oui, mais c'est juste. Je suis frappé par l'autocritique sévère de Leclerc à chaque fois qu'il commet une erreur. Il est vraiment très dur envers lui-même. Cette caractéristique est généralement associée aux grands pilotes et considérée comme très positive. Parce que tu veux toujours faire mieux, tu es toujours dans l'optique de te corriger en permanence pour être la meilleure version de toi-même en tant que pilote. Mais en même temps, et je veux aussi vous donner mon avis à ce sujet, je pense qu'il l'est même un peu trop. Et cette obsession de la précision dans le tour l'amène aussi à commettre cette petite erreur. Ou à être malchanceux dans ces situations où Max. Peut-être qu'il est moins précis que Leclerc même lors du tour en qualification, mais il parvient à anticiper certaines situations, à réajuster, à recalculer dans sa tête. Comment aborder le tour et gérer une situation particulière? On le dit toujours, Leclerc, sur le papier. Peut-être que c'est l'un des pilotes les plus rapides sur la grille, mais au final, Verstappen est l'un des pilotes les plus concrets sur la grille. Ce sont deux choses très différentes d'être rapide ou d'être concret. J'aime beaucoup Leclerc et Hamilton en tant que pilote, ce sont mes préférés. Hamilton est celui qui m'a fait tomber amoureux de la Formule 1, mais pour être vraiment un champion comme Hamilton, comme Verstappen, il faut aussi être concret sur la piste et ramener les résultats à la maison. Donc cette autocritique de Leclerc était bonne. Mais nous voulons aussi voir un pas en avant dans la prévention de ces situations. Peut-être que dans ce cas, il a essayé de faire tout son possible pour ramener le tour de pole à la maison. Mais une première ligne aurait suffi dans ce cas, et il aurait pu calculer, il aurait pu anticiper la situation au dernier virage. Comme l'a fait Max, par exemple, qui a beaucoup attaqué dans les 2 premiers secteurs, disons, en négligeant légèrement le dernier et en se plaçant devant. Pour Max, il a fait la pole. Leclerc aurait pu faire la pole, partir en première ligne, voire 3e. De toute façon, tu ne peux pas te permettre de partir derrière une Mercedes. Parce que les gars, là, ça ne va plus du tout. Mais on ne pouvait pas voir la Ferrari derrière Russell ce week-end. C'est-à-dire que la Ferrari, depuis les essais libres, a toujours été plus forte que la Mercedes, mais largement au niveau de la McLaren. Et même plus forte que Red Bull, qui au début du week-end s'est présenté comme la 3e force. Red Bull, c'était Verstappen. Il était devant les Mercedes, mais derrière McLaren et Ferrari. Ferrari était là, tout près de McLaren, peut-être légèrement derrière McLaren, mais vraiment de très peu. Même si Norris lui-même a dit « Nous n'avons pas le rythme des Ferrari ». Mais là aussi, ce sont beaucoup de déclarations, peut-être de circonstances, et pour se cacher un peu, et aussi un peu politique. Au contraire. Dans ce cas, nous voyons les 2 Ferrari qui sont derrière Russell, et c'est un peu le point douloureux si on veut, parce que Verstappen, Piastri et Norris, on peut encore l'accepter. Mais Russell, qui fait le tour parfait lors de la dernière tentative en Q3, et toi Hamilton, ou toi Leclerc, tu n'arrives pas à faire le tour parfait. Pourquoi tu fais cette petite erreur? Au final, c'est vraiment dommage. Ils ont essayé jusqu'au bout, mais c'est vraiment dommage. Les écarts sont très serrés. 1 dixième, et 1 dixième, et 3, 2 dixièmes, 2 dixièmes, et 2. Ce sont des écarts vraiment minimes. Une petite erreur ou imprécision peut faire passer de la première à la 6e place. C'est un élément important à considérer. Hamilton avait sur le papier des secteurs meilleurs que Leclerc.
En regardant les meilleurs secteurs des pilotes, on voit que Leclerc était le plus rapide dans le premier secteur. Hamilton a réalisé de meilleurs temps que Leclerc dans les trois secteurs. 27,6 contre 27,5 dans le premier, 34,0 contre 34,1 dans le deuxième et 23,2 contre 23,3 dans le dernier. Bref, sur le papier, Hamilton aussi pouvait faire un peu mieux. Il avait facilement un 24,9. Hamilton pouvait le faire, donc il pouvait quand même se mettre en deuxième position, tout comme Leclerc. S'il avait fait un secteur parfait, il aurait pu se mettre devant. Mais c'est sûr qu'Hamilton avait un potentiel encore supérieur à celui de Leclerc, d'après ce qu'on a vu en qualification. En somme, c'est sur le tour rapide, c'est un peu agaçant de voir Hamilton juste derrière, même pour lui. Mais nous devons aussi récapituler ce que nous avons vu précédemment pendant les qualifications, car il y a eu d'autres situations également. D'abord, une chose importante. Analysons l'erreur de Leclerc via la caméra embarquée inédite pour comprendre où il s'est trompé. Nous le constatons sur ces images. Il arrive à l'avant-dernier virage, il le prend très bien, puis on arrive ici, il aborde aussi très bien la première partie de ce virage. Ici, il parvient à rester assez serré, mais à la sortie, il perd complètement l'arrière. Selon moi, l'erreur de base vient du virage précédent, dans le sens où il prend bien les virages en trajectoire, parce qu'en trajectoire, il est précis. Le problème, c'est qu'avec un pneu qui est légèrement plus chaud et une piste un peu plus glissante, il y a donc moins d'adhérence sur la piste. Parce que les températures les sont plus basses, tu dois sacrifier un peu plus ici. Leclerc était trop décalé vers la droite à ce moment-là, et donc il a essayé d'avoir plus d'appui avec le pneu. Plus d'adhérence de l'asphalte, mais l'arrière ne suivait pas à ce moment-là. Il n'avait pas assez de grippe et donc il l'a perdu dans ce cas. Maintenant, après, nous irons voir aussi Max. Mais ici, il devait rester un peu plus à gauche et mieux aborder, sacrifier un peu l'entrée pour avoir une meilleure sortie ici. Un peu optimiste. Leclerc, donc, il a commis cette erreur, allons la voir ensemble. Ici, il a vraiment perdu beaucoup. Parce qu'en fait, ce n'est pas tant l'erreur en soi. C'est juste que c'est un point de traction qui t'emmène lancé vers la ligne droite. Et donc, c'est comme si tu perds un peu en sortie juste avant une ligne droite, au final, dans ce virage. Ici, donc, c'est un point critique. D'ailleurs, ceux qui conduisent avec les simulateurs le savent bien qu'à Silverstone, il y a beaucoup de virages où on a beaucoup d'appui, beaucoup de grip. Le seul endroit où il manque du grip sur le circuit de Silverstone, c'est justement ce point-là. Ici, et c'est le point le plus critique où l'on peut commettre la plupart des erreurs. Cela dit, on voit ensuite Charles Leclerc qui s'énerve juste après avoir passé la ligne d'arrivée, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Allons voir rapidement Max Verstappen, puis faisons aussi un récapitulatif des qualifications, et revoyons également les rythmes de course pour faire un pronostic pour la course de demain. Alors d'abord Max Verstappen. Je veux vous montrer le dernier virage qui est très important, parce que Max Verstappen fait un tour parfait, puis il arrive au dernier virage. Allons voir ensemble. Alors, un instant ici, il est déjà dans le tour de rentrée. Avançons ici. Il me semble que oui, non, ça devrait être ici, ça devrait être, mais je ne suis pas sûr. Attendez un instant. Peut-être que c'est déjà ici, un instant. Je regarde bien le tour pour identifier le bon endroit et ensuite on le regarde ensemble. Oui, ça devrait être ici. Le voilà, ici, c'est ici le point. Maintenant, on va le voir ensemble, on va l'analyser. Alors ici, c'est le point de Verstappen. Il arrive à l'avant-dernier virage. On observe que par rapport à Leclerc, il prend davantage la corde à l'intérieur. Nous allons le revoir brièvement ensemble. Et dans ce cas, regardez à quel point Max est plus à gauche par rapport à Leclerc. Il a beaucoup plus sacrifié l'entrée. Ensuite, il a été léger sur l'accélérateur, sans trop appuyer dessus. Il l'a légèrement perdu, mais il a parcouru plus loin. Verstappen est aussi allé un peu plus large dans ce cas, en utilisant le vibreur extérieur, sans toutefois toucher la partie rainurée. C'est ce qu'il a fait avec la Pinto, qui ensuite l'a perdu, puis il est allé dans le mur en Q1. Voilà, ça c'est très important. Il a utilisé tout le vibreur sans aller sur la partie striée, donc il a eu moins d'angle de volant, dans ce cas, en allant plus large. Et ça, pour Verstappen, ça l'a été très, très important, même si Verstappen ne l'a pas fait aussi bien. Le dernier secteur, il a fait un dernier secteur plus lent que ses adversaires. Mais c'est normal de sacrifier le dernier secteur parce que c'est le plus délicat. Les meilleurs adversaires, comme Russell, ont fait 23,2 dans le dernier secteur. Lui, il a fait 23,3, il ne l'a même pas tant sacrifié que ça.
Même Norris et Piastri ont fait 23,2 lui, il a été le seul à faire 23,3 dans le dernier secteur. Il ne s'est pas amélioré, ce qui est compréhensible. Parce qu'il a justement voulu pousser un peu moins pour essayer de ne pas perdre le contrôle de la monoplace. Et donc finir le tour en pole position. Il avait déjà une bonne avance, donc c'est compréhensible. Je vous remontre rapidement Leclerc, comment il est entré et comment il est sorti large, juste pour contextualiser, puis on va aussi regarder le reste. Alors regardez ici Leclerc. On voit clairement ici comment il entre un peu plus large. Il entre trop large. Ici, dans la trajectoire, il le fait bien parce qu'ici, tu vas gagner du temps. En théorie, cependant, tu dois sacrifier ce point, donc tu prends plus le vibreur, tu vas plus sur le dissuasif. Et puis ici, c'était trop serré vers l'intérieur. D'ailleurs, la voiture réagit un peu de façon nerveuse dans ce passage. Vous voyez qu'il y a quelques sollicitations. Et là, il l'a perdu. C'était évidemment une erreur de sa part de conduite. C'est sûr que la voiture était un peu plus nerveuse dans ce passage. Aujourd'hui, la Ferrari était moins précise qu'hier. Quand il y a un peu plus de grippe mais qu'il ne fait pas trop chaud, la Ferrari a les conditions parfaites. Quand il fait trop chaud, elle se dégrade un peu trop et la partie arrière surchauffe trop. Quand il fait un peu trop froid, elle n'arrive pas à mettre assez d'énergie dans les pneus, et donc elle glisse. Ferrari est donc un peu perdue. Mercedes préfère des températures un peu plus fraîches, McLaren préfère des températures plus chaudes, donc chaque équipe a ses préférences. La configuration de la Ferrari était plus adaptée aux températures de la piste d'hier qu'à celle d'aujourd'hui. Cela dit, nous devons commenter rapidement quelques points. Je vais vous présenter les dernières sources amises. Yitongian, Nortais et Dopearupa, à jour du fond de McLaren que nous n'avons pas vu hier. Nous continuons à suivre leurs évolutions. Voici un aperçu rapide des modifications. En bas, l'Autriche et ici en haut, l'Angleterre, des modifications du fond pour améliorer les vortex latéraux de la monoplace. Ensuite, passons à la pénalité de Berman qui a écopé de 10 places de pénalité sur la grille et de 4 points sur son permis pour ce qui s'est passé lors des fausses couches précoces, 3 pour l'accident qui a eu lieu à l'entrée de la voie des stands. Et regardons aussi ensemble cet accident, comme ça on le commente. Et Max l'a aussi commenté d'ailleurs. Et ensuite, on ira voir aussi celui de Colapinto en qualification, alors le voici. Ceci est l'accident de Berman lors des fausses couches précoces. 3 continuons. Ici, il perd le contrôle. Un instant, excusez-moi. Ici, il arrive, elle est entrée, il freine, il perd le contrôle de la monoplace et il va dans le mur. C'est une erreur vraiment de débutant, on peut dire de novice si on veut. Une erreur qu'il ne faut commettre ni dans les catégories inférieures, ni en Formule 1. C'est normal pour un rookie comme Berman, mais il vaut mieux éviter ces erreurs. D'ailleurs, même Max lui a fait une remarque à ce sujet. Écoutons aussi Max ensemble, ça m'a beaucoup fait rire. Max dit avec étonnement « Oh mon Dieu, quelqu'un a eu un accident à l'entrée de la voie Archilestand. » Et maintenant, je veux vous montrer... Bon, allons commenter un instant l'accident de Colapinto. Ensuite, nous dirons aussi quelque chose à propos de Hamilton parce qu'il a vraiment pris des risques en Q1 et je veux aussi donner mon avis à ce sujet. Alors voici Colapinto avec l'erreur qu'il a commise en Q1. Allons voir ensemble, continuons toujours. Ce dernier virage qui, bon, ce n'est pas vraiment le dernier virage, mais vous avez compris, c'est l'avant-dernier virage, celui-ci, puis il y aurait ce virage juste devant. Ici, ça va, il entre très serré, regardez comme il est serré ici, revoyons un instant. Ici, c'est un peu trop large, il faut prendre ce ralentisseur rouge, sinon tu entres trop large. Ici, tu es trop près du trottoir à droite, là tu vois que c'est trop proche. Donc l'angle de volant plus important que prévu fait tourner la voiture. Déjà, l'Alpine ne tourne pas beaucoup de base, et ici tu vois qu'elle va large. Il doit encore rappeler le volant à cause de ce sous-virage chronique en entrée et en sortie de virage, et ici, il touche la bordure extérieure. Mais vous avez cette partie triangulaire du vibreur extérieur qui est un peu plus haute, et il va aussi prendre la partie finale du vibreur. Celui blanc et noir. Sous le fond, dans les canaux Venturi, il accélère, il perd le contrôle de la monoplace. C'est aussi une erreur très grave, selon moi, puis il va dans le mur et reste hors de la course. Une situation que Alpine vit comme très critique. Aussi parce que, de toute façon, ses coéquipiers Gasly ont bien fait.
Les gars, rappelons que Gasly a terminé finalement 10e, c'est-à-dire Gasly 10e et Colapinto 20e. Oui, bah évidemment, Gasly a beaucoup plus d'années d'expérience, Colapinto beaucoup moins, parce qu'au final, il a débuté l'année dernière, et puis cette année, il a remplacé Douane. Mais quand même, il y a une trop grande différence entre les deux pilotes alpines, et donc même Briatore devra prendre une décision. Selon moi, ils prendront bientôt cette décision. C'est dommage de remplacer Colapinto, car c'est un grand talent. Mais il a commis trop d'erreurs l'année dernière, déjà chez Williams, et il a aussi commis trop d'erreurs cette année chez Alpine. Trop d'argent perdu dans les accidents et trop d'erreurs aussi pour le classement des constructeurs. Parce que cela fait moins d'argent pour Alpine dans le championnat des constructeurs. Donc ça, ce n'est pas bon. Je voulais aussi souligner que malgré son erreur dans le virage, Troberman a réussi à terminer à la 8e position. Donc disons devant son coéquipier 15e, donc c'est très bien pour lui. Et je voulais commenter la situation de Hamilton, parce que Hamilton a vraiment pris beaucoup de risques en Q1. Allons aussi écouter la radio de l'équipe, car la communication était assez drastique, car on voit ici la radio de l'équipe. Entre Hamilton et Ricardo Adami, Hamilton a été sauvé de 0,03 secondes, donc 30 millièmes, et Hamilton demande calmement. Box, on est à risque, peut-on encore aller en piste ou pas? Négatif, nous devons rentrer au stand, nous ne pouvons pas rester en piste. Parce qu'il n'avait plus d'essence, Hamilton a donc dû rentrer et il a vraiment pris beaucoup de risques. Parce que s'il était resté dehors, cela aurait été un énorme coup dur pour Hamilton qui aurait été exclu de sa course à domicile. En Q1 donc les gars. Hamilton s'est sauvé en Q1 avec seulement 30 millièmes, une erreur qu'une équipe de pointe ne peut pas se permettre de faire, envoyer un pilote en piste avec peu d'essence. Ensuite, évidemment, Hamilton pourra sûrement faire peut-être un meilleur tour, mais Hamilton dit, il y a encore du temps, hein, pourquoi? Pourquoi ne faisons-nous pas un autre tour? Eh bien, parce que tu n'as pas d'essence, cher Hamilton. Donc là, une erreur, ou un malentendu entre le stand Ferrari et Lewis Hamilton. Hamilton qui, cette fois, s'en est bien sorti. Il a eu de la chance, mais attention dans d'autres situations. On aurait parlé d'une erreur de Ferrari et d'un Hamilton éliminé en Q1. Donc cette chose-là ne doit pas passer au second plan. Cela dit, hein, voyons un peu, hein, il y a le team radio. Celui qu'on a vu, je vais vous montrer le team radio en comparaison celui d'avant. Leclerc qui s'insulte. Il s'insulte tout seul, comme je vous l'ai dit à la fin des qualifications. Hamilton, seul dans le dernier virage. Je pensais que c'était un très bon tour. Je n'avais pas d'adhérence dans le dernier virage. Et c'est dommage parce qu'il était à un 10e de la P1 et Ricardo Adamidi seulement dans le dernier virage. Sinon, on montait là et on allait faire la pole position. Donc on est P5. Verstappen s'est amélioré avec un 24,8 Lambiasi, s'exclame. Quel tour 24,8. Mec, super position, super. Verstappen est ravi, tandis que Ferrari est déçu tant pour Leclerc que pour Hamilton. Pour les qualifications, donc, nous commentons essentiellement une 5e et une 6e position. Une 5e et une 6e position qui se traduisent comment? Pour la course de demain? Eh bien, les attentes restent élevées selon moi, dans le sens où le rythme de course de Ferrari, on va le voir brièvement, est bon, il l'a montré en fausse couche précoce, 2 en fausse couche précoce, 3 ça a un peu changé. Demain, il y aura les mêmes conditions qu'aujourd'hui, donc une piste un peu plus froide, mais on s'attend à une Ferrari forte, devant, qui doit attaquer. Il faut dépasser Russell, c'est-à-dire qu'il faut le passer. Selon moi, on peut rivaliser avec les McLaren, car elles tenteront de se battre avec Verstappen, qui leur rendra la vie difficile. Ferrari peut donc en profiter. Dans cette situation, selon moi, au moins un des deux pilotes doit ramener le podium à la maison. Puis si on arrive à faire quelque chose de plus, tant mieux. Mais en partant 5e et 6e, le week-end a été un peu gâché. Disons-le comme ça, pour être gentil, mais malheureusement à Silverstone, avec des écarts aussi minimes, il fallait faire quelque chose de plus. Ce petit plus manqué en qualification, il faut maintenant se rattraper. Remonter en course n'est certainement pas difficile, parce que le rythme est là. Mais c'est plus difficile étant donné que les écarts sont si serrés, disons. Donc c'est un peu la situation actuelle. Nous verrons aussi pour la gestion des pneus et pour l'undercut. Nous verrons si quelqu'un fera l'undercut ou l'overcut à Silverstone. Et donc nous verrons un peu si on pourra faire quelque chose de différent. Voyons un instant. Alors, je crois avoir commenté un peu tout. Je vais aussi vous montrer les résultats des fausses couches précoces. 3. Je suis en train de vérifier un instant s'il y a tout ce que je voulais vous dire. Je crois que oui, cependant.
Grand dommage pour Leclerc. Beaucoup de déception pour ce qu'il a fait. Voilà, ceci est un graphique très intéressant. Voyons un peu. C'est le graphique de l'Ideal Uptime. Comment cela se serait-il passé s'ils avaient tous fait le tour parfait? Ferrari était en première ligne avec Hamilton, qui avait un peu plus de marge que Leclerc, ce dernier étant en deuxième ligne. Et la Ferrari avait théoriquement laissé derrière les McLaren et aussi évidemment la Mercedes. Mercedes a réussi à tirer le maximum de potentiel avec Russell, ce qui a également été un peu évoqué concernant le marché. Je fais une petite parenthèse. Russell a prouvé qu'il est un excellent pilote en exploitant au maximum le potentiel de sa voiture, comme toujours en qualification. Le doute sur Russell concerne davantage son rythme en course que ses qualifications. Sa vitesse en qualification n'est pas remise en question, il l'a toujours prouvé, même dans les catégories inférieures où il a été champion. Il les a gagnées, donc c'est un phénomène, mais l'objectif est d'améliorer davantage le rythme de course. Et de l'autre côté, il joue sa place chez Mercedes, avec un certain Max Verstappen qui est parfait en qualification et en course. C'est un champion du monde, donc la compétition évidemment ne tient pas, c'est beaucoup plus en faveur de Verstappen. Dans ce cas, il faudrait choisir entre Verstappen et Russell comme possible futur pilote Mercedes. C'est sûr que Verstappen est content de continuer chez Red Bull, si Red Bull lui permet de se battre pour les victoires et aussi pour le titre. Cependant, pour les années à venir, il est plus probable que Mercedes soit devant Red Bull plutôt que l'inverse. Regardons ensemble aussi d'abord le rythme de course. Regardons les temps de qualification que nous voulons voir avec vous. Les différences entre les différentes écuries de tête. Et nous allons les analyser ensemble. Regardons la différence entre Verstappen, Piastri, prenons Russell, Hamilton, et ensuite nous irons voir en détail Hamilton et Leclerc, comme ça nous verrons les différences entre les deux pilotes Ferrari. Alors ici, on voit comment Verstappen, lors de sa dernière tentative en 1 minute 24 secondes 8, passe Magot Beckett beaucoup plus fort que ses adversaires, c'est là qu'il gagne son avantage. Pas dans les derniers virages. Dans les derniers virages, Verstappen perd du temps. Regardez le delta nous le montre clairement. Verstappen a un avantage avant les derniers virages de 3 dixièmes et demi. Sur Russell, 2 dixièmes et un peu plus sur les Ferrari, 2 dixièmes et un peu plus sur les McLaren. Nous arrivons après le dernier virage, l'écart diminue beaucoup, mais pourquoi Verstappen a-t-il été prévoyant? Il a dit qu'il ne prendrait pas le risque d'essayer de gagner dans le dernier virage avec le vent de face. Je n'ai plus de pneus et je risque de faire une erreur. Je vais attaquer quand la piste me le permettra. C'est-à-dire, regardons ici, dans ce secteur du circuit, voyons Magot Beckett. Dans les virages 1, 2 et 3, 4, il gagne beaucoup, en particulier dans les virages 1, 2. Il a un peu plus de mal dans les virages 3, 4. Il arrive à aller beaucoup plus vite. Verstappen, dans ce cas, aussi parce qu'il a fait son tour en dernier, avait un peu plus de grip par rapport à ses adversaires. Ça c'est sûr, surtout dans les portions rapides. Il a aussi été plus rapide à Stowe. Cependant, Verstappen n'a pas été tellement plus rapide que ses adversaires. Même à Stowe, il était un peu en retrait. Désolé, pas le virage 9, c'est Stowe. J'ai oublié le numéro, mais il n'était pas si rapide. Le virage 9, c'est Copse. Et ici devant, on voit qu'il perd aussi. Donc, disons que dans ce cas, si on regarde aussi l'écart avant le dernier virage, on voit que Leclerc était là. Aligné avec les McLaren, dans ce cas avec Piastri, donc avec le temps de la deuxième position, donc dommage pour Leclerc. Regardons aussi la différence entre Hamilton et Leclerc sur le tour rapide. On compare les deux pilotes Ferrari qui, en combinant leurs meilleurs tours, auraient obtenu la pole position. Donc ça aussi, c'est un chiffre emblématique. Alors voyons un peu la différence ensemble. Hamilton en rouge, Leclerc en blanc. Et voyons comment Leclerc allait un peu plus vite dans la partie centrale. En effet, on voit que vers Maggots et Beckett, il allait un peu plus vite, alors que dans le dernier secteur, on voit comment Leclerc a beaucoup attaqué à l'entrée avant l'avant-dernier virage, donc le virage à gauche. Dans le dernier secteur, il a beaucoup perdu en sortie, comme on peut le constater ici. Hamilton est allé très vite, mais malgré une sortie plus forte, il a aussi commis une petite erreur. J'ai vu que Hamilton a beaucoup perdu à l'entrée de ce virage à gauche, là il a même un peu mordu l'herbe. Son départ n'était pas optimal, il était plus lent que ses concurrents. Voici les temps intermédiaires. Les deux pilotes Ferrari étaient alignés, puis d'une manière ou d'une autre, ils ont tous les deux raté les derniers virages, donc dommage pour les deux pilotes Ferrari. Pour le pronostic de demain. D'abord, je vais vous montrer brièvement les rythmes de course, nous les avons déjà analysés hier, mais je vais vous les remontrer rapidement. Voici la liste des rythmes de course des pilotes avec Leclerc, Hamilton, Norris, Piastri, Verstappen, Tsunoda,
Russell, Antonelli. Tous en pneus médium, donc rythme de course. Hamilton a aussi un peu roulé en tendre. C'est donc un point à retenir lors des fausses couches précoces. 2. Je vous les montre pour l'exactitude, nous les avons déjà analysés hier, donc je serai bref. Verstappen a maintenu un rythme de course très rapide, avec une moyenne de 1,32,0 au tour, mais il a effectué moins de tours. Il a fait moins de tours que d'autres, par exemple. Lors du relais simulant le rythme de course, Leclerc, Russell et Antonelli ont effectué davantage de tours. Cela dit, je vais aussi faire mon pronostic. Alors, pour la course de demain, je vous dis que c'est très difficile, il est très difficile de faire un pronostic. Mais je veux prendre le risque et selon moi, Verstappen va la gagner, si jamais Verstappen la remporte. Ensuite, moi j'ai vu un Norris en forme, un peu plus que Piastri, donc selon moi, Norris peut finir deuxième et je vous mets troisième. Hamilton. Mon pronostic pour la course, Verstappen, Norris, Hamilton. Partagez le vôtre en commentaire. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo qui se trouve ici sur la chaîne. Je vous laisse d'autres vidéos similaires. À la prochaine sur Rasaduto.